Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Pour cette nouvelle émission Découverte Jardin qui est en exclusivité sur notre chaîne, nous sommes tout simplement à la rentrée et nous bénéficions encore de toutes les floraisons estivales. Autour de moi, il y a les feuilles très colorées des coléus, il y a des impatiences de Nouvelle-Guinée, il y a des verveines, il y a des mufliers. Donc nous sommes encore partiellement en été et notre émission va en profiter pour vous faire rêver, pour vous détendre, pour vous donner toutes nos rubriques habituelles avec tous nos conseils. Alors restons ensemble, on va passer un moment absolument sympathique, décontracté et enchanté de jardinage. Si le nom de reine des fleurs que l'on attribue couramment à la rose peut vous sembler un peu galvaudé, eh bien il n'en est rien. Regardez cette richesse de coloris que l'on a, et j'en ai que quelques-unes, les formes, les aspects des fleurs, les parfums bien évidemment, et toutes les utilisations, c'est bien la star de nos jardins. Et chaque année, il s'en crée de nouvelles variétés. Alors je vous propose d'aller à Malicorne, c'est dans l'Allier et c'est le siège des pépinières Georges Delbar. Nous allons y rencontrer Arnaud Delbar et il va nous montrer à la fois les vedettes de cette année et peut-être même celles du futur. Ce sera notre rubrique Plantes vedettes. Depuis 1954, le nom de Georges Delbar est associé à la rose. Ce grand créateur a sorti des variétés extraordinaires. On connaît tous Centenaire de Lourdes, on connaît Papy Delbar et bien d'autres. Mais les nouvelles générations, et j'ai à côté de moi Arnaud, salut Arnaud. Bonjour Patrick. Sont aussi des créateurs avec des variétés qui chaque année s'améliorent, qui chaque année sont encore plus belles. Et on va vous en présenter quelques-unes, celles qui sont déjà dans la collection, celles qui viennent de sortir et peut-être les stars de demain. Alors ça, il y a du parfum. Arnaud, c'est une variété classique de la maison déjà ? Alors ça commence à être une variété classique. Elle s'appelle Pompadour, parce qu'elle est généreuse, hein, comme la Pompadour. Vous êtes des experts en matière de parfum. Qu'est-ce que tu ressens sur ce parfum de Pompadour ? Eh bien là, on ressent, comme dans toutes les roses, quand on... C'est floral. C'est floral, Oui. donc c'est la note rosée. J'ai beaucoup d'agrumes. On peut avoir le fruit, mais on peut aussi avoir le zeste. Oui, alors c'est un peu D'accord. plus complexe. J'ai plutôt un peu de bergamote. Et puis après de la violette. Et voilà, et ça compose déjà quelque chose de très floral et surtout qui pour moi est très léger et frais. Léger et frais, c'est aussi la couleur. Elle est vraiment assez agréable, c'est du pastel, c'est vraiment sympa pour un jardin. Là, on a hybridé un petit peu toutes les choses pour améliorer le rosier et faire en sorte qu'en fait, on ait beaucoup de fleurs, mais des grosses fleurs. C'est ce qu'on appelle des grandifloras. C'est un peu un grandiflora, Oui, exactement. donc, il va faire entre 80 cm et 1,20 m. C'est une belle plante. On a un feuillage qui est très joli, qui est très vernissé. Oui. Il n'y a pas une seule tache. Alors ça, il faut dire aussi que toutes les cultures que vous avez ici, il n'y a pas de traitement. Non, il n'y a pas de traitement. Donc si on voit un feuillage comme ça, c'est que la plante, elle est résistante aux maladies. Exactement. On a ici une variété qui est totalement extraordinaire, qui me fait penser un peu à ce que présentait ton père il y a quelques années dans les roses des peintres. Exactement. Donc ces roses qui sont, on va dire, elles sont multicolores en fait, Un peu mais panachées. en camailleux. Elle s'appelle la reine de la nuit. Ah oui, parce Voilà. qu'en fait elle est un petit peu sombre Elle est aussi. un petit peu sombre. Son seul défaut, si elle peut en avoir un, c'est son manque de parfum. Dans un jardin, ça sera très beau. Ouais. Par exemple, je le vois bien avec des goras. Avec des goras vraiment très très légères, ça fera un beau contraste. C'est un rosier qui atteint quelle hauteur ? Celui-ci, il va être jusqu'à 1,50 m. Donc il peut vraiment structurer le jardin. Il n'arrête pas de fleurir tout au long de la saison. Ce qui est intéressant sur un rosier, c'est aussi de voir le nombre de boutons, le potentiel, parce qu'une fois que ces fleurs vont être défleuries, on ne verra plus rien puisque des nouvelles vont apparaître et en permanence ce rosier va être absolument super. Reine de la nuit, écoutez, c'est tout un programme. Alors devant nous, on a, on va dire, peut-être le coup de cœur. C'est le coup de cœur de l'année et voire de ces dernières décennies. Elle s'appelle Henri Delbar. Henri Delbar, c'est le papa d'Arnaud. C'est un grand monsieur aussi de la rose, du jardin. Il a été président de la SNHF, vous savez, la Société nationale d'horticulture. Et Henri, il n'était pas épineux comme ça. C'est quelqu'un quand même de généreux, c'est quelqu'un de sympa, qui est dynamique. Mais là, tu as vraiment le buisson qui est costaud. Dans ma vie de créateur, de sélectionneur de rosiers, j'ai deux variétés dont je me souviens exactement l'endroit dans le champ où je l'ai vu pour la première fois. Il y a cette variété-là et puis une autre rose qui est une rose de serre parce qu'elle nous a tout de suite sublimé. Mais en fait, c'est une couleur qui est quasiment inconnue jusque-là. Au départ, elle est jaune et puis le soleil, ça la fait bronzer et le bronzage devient orange. Le parfum, là, il est génial, génial. On est dans une intensité très 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 forte. Dans un parfum qui est rosé aussi, là qui est encore beaucoup plus agrume et je pense que la note principale, c'est l'agrume.
Là, on le Ouais, sent. sans doute. Mais ça te prend au tripes, ça, c'est le truc. Voilà. Et donc, elle a aussi d'autres qualités, c'est la beauté même de la fleur. Elle ressemble énormément à une rose ancienne. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait en quartier, mais c'est très 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 riche en pétales. Je sais pas combien de pétales. Ouais, je pense qu'il y a au moins 80 pétales. 80 pétales, voilà. C'est un rosier qui est un peu plus petit, plus compact, on va dire, qui va faire 60 à 80 cm de hauteur. Donc idéal pour les petits jardins. Sur chaque tige, vous allez avoir 3 ou 4 fleurs. On aura toujours une floraison. Au niveau parfum, il faut savoir que à peu près 50% des fleurs blanches que l'on cultive dans nos jardins sont parfumées. Et là, on a aussi une nouveauté, alors une rose noble, on va dire. Ça, c'est la rose Princesse Astrid de Belgique. On a eu la chance d'avoir la princesse qui est venue ici choisir sa variété, qui est un blanc crème, et surtout avec un parfum qui est un petit peu plus capiteux, très intense. Un parfum qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Alors, on a cette base de rose, très importante, et puis ensuite, on a quelques épices, et principalement l'estragon. Si vous avez déjà mangé une bonne salade avec de l'estragon ou une sauce béarnaise, vous avez cette odeur-là. Il y a un peu d'anis aussi. Hein. Il y a de l'anis, il y a un peu d'estragon, il y a même un peu de poire. Une poire un petit peu mûre, hein, une William qui est prête à manger. Le cycle de vie du parfum de la fleur, il varie. Il évolue. La meilleure température, c'est à peu près 23 degrés. Et on voit que sur un cycle de 24 heures, eh bien, on a des pics. Des pics qui ne sont pas simplement sur l'intensité de tout le paysage olfactif de la fleur, mais sur certaines notes olfactives. Alors il y a autre chose que l'on voit sur ce rosier, il n'y a pas besoin d'être devin pour ça. Regardez la solidité de la tige. Alors là, on a vraiment du super costaud. Ouais. Là, on est sur un rosier qui va faire à peu près 1 mètre de haut, très florifère. Et là, on est vraiment sur des choses qui sont très intéressantes parce qu'on a une fleur assez grosse et vous voyez, simplement en même temps, sur on est en cette bouquet. branche, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 fleurs. Ce qu'on cherche beaucoup, de plus en plus, c'est des rosiers qui sont assez compacts. Alors, ils peuvent être grands, mais pas trop divergents, Oui, puis que ça fasse une masse. Et qui ne se dégarnissent pas. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces recherches, dans ces améliorations que nous montre Arnaud, on comprend aussi que les anciens rosiers qu'on appelait des hybrides de thé, qui en fait étaient juste une tige avec une rose, ça c'est devenu un peu obsolète, alors que là, on a à la fois donc la qualité de la rose, on a le parfum, on a la solidité et on a la beauté du rosier. On a vu les 2 stars 2018 et là donc devant nous, on a des roses en devenir, mais pour lesquels tu as vraiment un petit coup de cœur. Notre travail, c'est toujours d'améliorer. Là, on a 2 variétés et là, tout de suite, ce qui va nous sauter au nez. Ça, c'est du parfum de grande subtilité. C'est pas le parfum savonneux qu'on a parfois sur la rose. Là, c'est un parfum pratiquement de parfumeur. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, on a fait des analyses olfactives, on a trouvé plus de 150 notes olfactives différentes dans un parfum de rose. Et on n'arrive pas à toutes les reproduire. C'est d'une richesse exceptionnelle. Ouais. Cette forme pivoine qui est très très jolie et qui sort un petit peu du commun dans une rose, hein, c'est turbiné ou alors ces ouvertures très plates, et on a du parfum. Et surtout, c'est un rosier qui est assez compact, qui va faire en 80 cm de haut maximum. Donc qui va très bien sur des balcons, sur des terrasses, dans des petits jardins. Et il va aimer la culture en pot. Exactement, 30-40 cm, 20 à 25 litres. On a un autre coloris qui est un rose saumonné. C'est la toute dernière. Alors celle-ci, on la présente un peu dans le même esprit, encore plus double. Encore plus double. Et celle-ci a gagné le prix du parfum au concours de Nantes cette année. Là, c'était subtil, c'était complexe. Là, ça prend tout de suite. Ouais. C'est très sucré, c'est très floral, très fruité. Moi, j'ai beaucoup de notes de pêche. Techniquement, elle a les bonnes bases et en plus, elle a cette grande qualité qui est le parfum. J'ai un conseil aussi à vous donner, c'est que quand vous touchez la feuille, quand elle est épaisse, quand elle est presque coriace, généralement, elle est quand même plus résistante aux maladies. Exactement. Que les feuilles un peu diaphanes, un peu fines, etc., qu'on a surtout d'ailleurs sur les rosiers anciens. Ouais. Et ça, c'est aussi une des qualités qu'on a dans les rosiers modernes. Ouais. Ça, c'est des variétés qu'on a au catalogue, donc la rose Henri Delbar, qui sera, je pense, quand même une des grandes vedettes des années à venir. On l'espère, en tout cas on y a travaillé pour que ce soit le cas. Au bout de quelques années, on voit que c'est le jardinier qui décide et qui continue de commander. Atmosphère, est-ce que j'ai un jardin d'atmosphère? Et oui, je suis en train de parodier Arletty dans Hôtel du Nord, mais ici, au Petit Bordeaux, c'est vraiment un jardin d'atmosphère. Il a été créé par Michel et Sylvie Bérou. Alors je vous propose d'aller directement chez eux, c'est dans la Sarthe, et ça sera notre rubrique Jardin à découvrir. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick. Je suis vraiment ravi de revenir, je dis revenir parce qu'il y a 12 ans j'étais
venu découvrir complètement ce jardin. On est au Petit Bordeaux, c'est dans la Sarthe, c'est votre propriété, c'est magnifique, mais derrière nous, il y avait une maison qui n'avait rien à voir. Il y a combien d'années? Alors il y a 33 ans maintenant, donc à peu près en 1986-87, on a découvert cette maison autour d'une clairière. Une clairière et un champ. Un champ, Non. Rien du tout. Rien du tout. Votre mari est un passionné de jardin. Depuis tout petit, il pensait au jardin et quand vous êtes arrivé là, il l'a vu ce jardin. Ben, il a imaginé tout de suite le potentiel, une forêt autour, donc à l'abri des vents. Et puis il s'est dit, ben voilà, on peut y aller. C'est quand même un énorme travail. On a foncé tête baissée, sans trop réfléchir, et puis on a planté. On a commencé par le plan d'eau, en fait. On a D'accord. dessiné le plan d'eau et après on a aménagé tout autour de cet espace-là. On a fait des plans et on ne les a jamais suivis. On est tombé amoureux de certaines plantes, on s'est dit il faut leur trouver un espace. On a beaucoup feuilleté les magazines, appris aussi à travers les livres, beaucoup les livres. Et puis on a fait les fêtes des plantes, Courson, Saint-Jean-de-Beauregard, enfin toutes les grandes fêtes des plantes. Vous avez aussi dans ce jardin, on va dire, intégré quand même des végétaux qui sortent un peu de l'ordinaire. On est tombé amoureux des érables, des hortensias, les hostages. C'est une terre sablonneuse, mais un sable noir assez riche quand même, mais drainant. Donc une terre à travailler facilement. Tous les ans, on met 20 mètres cubes de compost sur tous les massifs au printemps, février-mars, avant que les bulbes, que toutes les vivaces partent, et on l'améliore comme ça. L'hiver, quand les feuilles tombent, reste dans les massifs et on recouvre de compost. Alors en fait, vous faites déjà, on va dire, un peu de la permaculture sans le savoir, ou du moins avant tout le monde. Et ça marche parce que ici, le jardin est magnifique et on va le découvrir tous ensemble maintenant. Sylvie, vous expliquiez que vous adorez les plantes, que vous avez acheté une énorme quantité de plantes, mais ce que vous aimez surtout, c'est associer, c'est varier, montrer les feuillages, les fleurs, les textures, les couleurs. Et là, on est complètement dedans. Tout à fait. Des feuillages persistants, des feuillages jaunes, verts et un petit peu de fleurs. Juste la touche qu'il faut. Le feuillage, le met tout ça en valeur. Un jardin, c'est pas forcément une marée de fleurs. Un jardin, il doit y avoir des petites compositions. Il y a aussi, on le voit, des volumes, il y a des textures. Ça, c'est différent de ce qu'il y a devant, etc. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un cœur de Marie jaune. Qui est lumineux Voilà. dans cet espace un peu ombragé. On pense le massif et on associe un peu comme un peintre. Vous aimez aussi tailler de manière à ce qu'il y ait une partie, on va dire, un peu naturelle, un peu sauvage, et puis c'est structuré par des plantes qui, elles, font une architecture. Et c'est un jardin des 4 saisons. Donc pour qu'il soit des 4 saisons, il faut qu'il y ait des choses très structurées, et puis après les touches de couleur, les feuillages. Avoir aussi des pots au milieu d'un jardin, c'est quand même aussi assez sympa. Ça permet de jouer, éventuellement de changer la position à un moment donné. Puis quand une plante est un peu délicate, peut-être comme le Cyadopitis qu'on a là, ça permet de regarder comment elle se comporte avant de la mettre dans le jardin. Je pense que aussi ce jardin, bien évidemment par rapport aux saisons, mais aussi par rapport au travail que vous faites, il n'est jamais figé. Il est tout le temps en évolution, toute la saison. Et on peut revenir plusieurs fois dans l'année, on ne verra pas forcément la même chose. Sylvie, vous avez qualifié avec votre mari Michel ce jardin du Petit Bordeaux, jardin d'atmosphère, et c'est vrai qu'on ressent toujours une atmosphère, mais vous avez ponctué en plus cette atmosphère d'énormément de citations sympas. On s'est dit que se promener dans cette allée qu'on appelle l'allée philosophique, c'était bien de s'arrêter un moment pour penser, voilà, réfléchir, s'évader aussi par les maximes. Donc vous avez des monolithes d'ardoise un petit peu partout, comme ça, ils sont dissimulés dans la végétation, et dessus, on découvre des propos d'auteurs connus ou moins connus. Tout à fait. Donc on est dans cette atmosphère très sympathique de l'allée philosophique, et il y a aussi de la végétation tout à fait intéressante. Quelle est l'idée d'avoir mis des fougères arborescentes ici dans la Sarthe? Donner une atmosphère au Petit Bordeaux à travers des parties un peu exotiques. Ça pose des problèmes en hiver ou pas? Il faut les rentrer, il faut les protéger, mais voilà, ça se fait sans problème. Là, on était en Australie, en Tasmanie, avec le Dixonia. On va aller aussi du côté du Japon parce que vous avez des niwaki, c'est-à-dire des arbres qui sont taillés en nuages. Là, ici, donc, un Ilex crenata. C'est un peu de boulot quand même, tout ça. Ah bah c'est de la taille. On taille beaucoup au Petit Bordeaux. Il y a 800 mètres de haies de charme et de hêtre que l'on taille, et puis les buis, tout ça, qui donnent toujours une structure au jardin. Alors je vous voyais tout à l'heure, là derrière nous, on a un buis. Vous étiez en train d'aller chercher dedans parce qu'évidemment, on a la pyrale comme partout. Eh oui, on a la pyrale. Soit on a deux solutions, c'est les traiter ou les prendre à la main. Là ici, sur le sol, vous avez mis des grands morceaux de schiste. C'est tout à fait particulier pour la région ou c'était votre inspiration? Ça se trouve beaucoup dans la région d'Angers, donc pas si loin d'ici. Et puis c'est surtout stable et non glissant.
Sylvie, nous sommes devant des bassins. L'atmosphère du Petit Bordeaux, elle est aussi beaucoup créée par l'eau. On trouvait que l'eau était un des éléments importants dans le jardin. Parce qu'en plus, il y a de la vie, les grenouilles sont arrivées, les libellules. Des berges bien plantées, on a l'impression pratiquement de pièces d'eau naturelles, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais non, tout a été créé, imaginé. Eh bien, en fait, la nappe phréatique est très haute, mais le fond est argileux. Donc, en creusant, on a découvert l'argile. Et grâce aux nappes phréatiques qui sont quand même relativement abondantes et hautes, l'eau remonte très bien. Ce qui est malin quand même, c'est de permettre quasiment la disparition des berges, soit par des plantes, comme ici on a un très très bel érable du Japon qui vient par-dessus, ou de l'autre côté on a des amoncellements de rochers avec des statues. Tout ça, c'est des petits détails qui sont très importants. Mais il faut que ça donne l'impression que ce soit le plus naturel possible. Sylvie, nous sommes ici sans doute dans l'endroit le plus emblématique du Petit Bordeaux. C'est totalement original, ces bouleaux qui sortent des haies, là comme ça. Quelle était cette idée ? Il a envie de mettre de grands cierges qui sortent comme ça des haies, qui apparaissent et qui nous permettent de les voir de très loin, qui donnent un petit repère dans ce jardin qui fait un peu labyrinthe. Ça fait aussi un très beau contraste de verdure, d'autant que vous laissez pousser les lierres, mais c'est très contrôlé. Tout à fait. On les coupe à un endroit et on se donne un petit peu l'impression de chaussons au pied de ces bouleaux. Alors chaussons pour avoir un aspect naturel au milieu de ces haies, des haies totalement sculptées. D'ailleurs, on voit derrière, ils sont en train de travailler. Pourquoi ? Parce que vous taillez très souvent. 800 mètres de haies de charme qui sont taillées très court tous les 10 jours, en arrondi, parce que le jardin est beaucoup dans les arrondis. On est dans quelque chose de confortable. Sylvie, merci pour cette visite magnifique. Merci aussi pour tout le travail que vous faites, parce que ce jardin est visitable et vous donnez envie aux gens. Alors, on le visite quand et comment ? Alors, on le visite début avril jusqu'au 11 novembre et c'est ouvert tous les jours. Il n'y a pas de vacances, l'hiver. Il y a un site internet, il y a une page Facebook, voilà. Et puis, il y a aussi une pépinière. Donc, je vous invite vraiment, si vous passez par la Sarthe, à venir visiter le Petit Bordeaux. Et soyez sûr d'une chose, c'est un jardin magnifiquement entretenu. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, il n'y a pas d'ortie. Je me trouve à côté d'un des arbustes incontournables de nos jardins. C'est l'oranger du Mexique, le Choisya alternata. Il prend naturellement une forme arrondie, mais vous voyez, il pousse aussi de façon un peu désordonnée. Alors je vous propose de rencontrer tout de suite notre maître de la taille, Jean-Luc Echen. Il va nous montrer comment redonner une forme bien arrondie, mais aussi il va vous faire une taille énorme de rabattage, de rajeunissement. Et ça sera tout de suite notre rubrique, la taille en détail. Bonjour à tous, nous sommes maintenant au mois de mai et je vous propose que nous voyions ensemble un principe fondamental de la taille des arbustes d'ornement, c'est la taille après la floraison. Et aujourd'hui nous allons l'appliquer sur l'oranger du Mexique. Le Choisya alternata, comme disent les botanistes, est un magnifique arbuste de jardin à feuillage persistant, floraison blanche éclatante au printemps. La plante est très odorante par sa floraison. Et même le feuillage a une odeur d'épices exotiques. La plante fleurit pendant presque un mois, de mi-avril à mi-mai environ. Dès qu'elle a fini de fleurir, la plante émet une pousse au centre du bouquet floral. Et elle va pousser dans tous les sens. C'est le bon moment pour égaliser la plante. L'oranger du Mexique pousse naturellement dans une belle forme de sphère. Mais au fur et à mesure des pousses successives, cette sphère peut se déformer. Notre travail va consister à bien l'égaliser et bien l'arrondir pour faire une belle ponctuation dans le jardin. Si vous vous trouvez comme dans ce jardin avec une pente et un talus, vous allez équilibrer la plante en taillant plus court l'aval et un peu plus long l'amont. Pour travailler, je vais prendre une cisaille de précision qui va me permettre de bien égaliser au fur et à mesure. Je tourne tout autour. Ici, je garde bien la forme arrondie. Chaque fois que je coupe, je vise et je change d'orientation quand j'en ai besoin. Je vais toujours petite coupe par petite coupe pour pouvoir rattraper sans faire de trou. Au fur et à mesure,
Je supprime toutes les inflorescences, comme ça. Hop. J'oublie pas de regarder du bas vers le haut pour bien me rendre compte de la courbure. Et je coupe tout ce qui déforme ma sphère. Technique pour faire le moins d'erreurs possible et avoir toujours un peu de marge de rattrapage, c'est je coupe toujours petit à petit. Chaque fois je fais une petite coupe. Si jamais je fais une erreur, hop, c'est seulement sur un petit coin. Je peux toujours rattraper. Et je regarde bien ma courbure pour qu'elle soit régulière. Je gère la cohabitation entre les plantes. Je dois toujours garder présent à l'esprit la régularité de la forme. Il n'y a rien de pire qu'une fausse sphère avec une bosse, avec un trou. Alors, on pourrait en rester là, mais quand je regarde la plante, je m'aperçois que j'ai très peu taillé. Il reste sur la plante juste des petits bouquets. Et face à ce constat, je vais prendre la décision de faire une taille de rabattage. Cette taille de rabattage, elle va me permettre de stimuler la plante. Elle va me produire une multitude de petites pousses bien denses, bien vigoureuses. Et je peux espérer dans la saison entre 40 et 60 cm. Et maintenant, on y va. Là, je vais commencer ma taille de rabattage de l'intérieur. Ça, c'est abîmé. À la base et à ce niveau-là, je supprime. Voilà. Ensuite de quoi, je vais couper ici à moitié. Je vais enlever tous les petits rameaux. Je fais attention sur mes charpentières parce que je refais un charpentage à déjà amorcer ma forme sphérique. Et lorsque je trouve des petits départs comme ça sur la branche, je vais les laisser. Ça va faire un appel de sève et c'est ce qu'on appelle un tire-sève. Ah, la limite de coupe du sécateur, c'est quand même 1 cm, voire 1,5 cm. Quand on a une bonne poigne, je m'aide à ce moment-là avec ma scie, un petit coup derrière. Je coupe devant. Je maintiens la partie qui part. Hop. Et si c'est nécessaire, je refais la petite rondelle pour avoir une coupe parfaite et sans forcer. Voilà. Les bois secs, je supprime. Toujours, on simplifie. Même principe de charpentage, donc on simplifie la plante. On lui donne les directions. Donc là, on voit qu'on a des charpentières. Ici, j'ai un tire-sève que je garde. Les bois secs. Ici, j'ai un tire-sève. C'est toujours impressionnant, mais je connais les plantes. Ici, j'ai plein d'yeux dormants. Bien qu'on ne les voit pas, on a sous l'écorce des bourgeons latents qui vont se réveiller sous l'action de la sève. Dans quelques semaines, la plante sera couverte de jeunes pousses et qui vont donner des rameaux de 40 à 60 cm dans la saison. Je vais pouvoir, l'année prochaine, entretenir une jolie forme de boule. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Le mur végétal constitué d'une seule espèce très homogène est aujourd'hui un concept totalement obsolète. Pour réaliser une haie, on va associer des arbustes très différents, même aussi variés que possible, pour qu'ils nous offrent à la fois des fleurs, des feuillages bien entendu, et des fruits qui vont attirer
une faune nombreuse et variée, des insectes et des oiseaux notamment, pour enrichir la biodiversité. Eh bien, je vous propose de me transporter dans un petit jardin de banlieue autour de Paris où nous allons réaliser une petite haie en mélange, justement destinée à attirer les insectes. Ça sera notre rubrique Conseil jardinier. Je suis dans un petit jardin suburbain, comme il en existe des milliers dans notre pays, avec des maisons qui sont bâties les unes à côté des autres. Les propriétaires ont envie d'un petit peu d'intimité et ça, c'est tout à fait normal. Alors nous allons créer une haie avec des arbustes en mélange. Il faut être dans la modernité, mais aussi dans la biodiversité, puisque nous avons choisi des espèces qui vont être particulièrement attractives pour les abeilles. Avec mon cordeau de jardinier, je vais me mettre en alignement de la terrasse jusqu'au bout là-bas, de façon à ce que notre haie soit tout à fait régulière. Donc on va enfoncer le cordeau et puis le dérouler tranquillement. Donc c'est simplement pour décaper l'herbe, comme ça. Donc on donne des petits coups en avant. Pour se protéger le dos, une bonne ceinture de force, c'est important. Et pour creuser profondément, c'est un louchet. Un louchet, c'est donc une bêche très étroite avec un manche renforcé. Et là, ici, on a aussi un manche en composite de façon à pouvoir faire pression. Et maintenant, c'est parti pour une bonne tranchée, donc dans les 40-50 cm de profondeur et autant de largeur. Pour améliorer l'ameublissement de mon sol, je fais un petit piochage comme ça au fond, en respectant les vers de terre, de manière à ce que les racines puissent quand même trouver un sol pas trop compact. Lorsqu'elles se retrouveront au fond, ça va leur faire le plus grand bien. Et bien voilà, nous avons fait une belle tranchée, large, profonde, qui va permettre aux plantes de bien s'installer. Et maintenant, je vais les disposer les unes à côté des autres pour créer ce massif aussi varié et esthétique que possible. J'ai avec moi 2 Troènes du Texas. Ce sont des hybrides de Troènes du Japon qui ont été créés au Texas, d'où leur nom. L'intérêt de cette plante, eh bien, c'est, on le voit ici, toutes ces inflorescences qui vont très rapidement, nous sommes au début mai, se mettre à fleur, sentir délicieusement bon et attirer une foule d'abeilles. C'est résistant au froid, mais autour de moins 10 degrés, les feuilles tombent, sinon c'est un arbuste à feuillage persistant. On va les mettre de part et d'autre de notre haie, parce que ce sont un peu les plantes majeures. Oh là là! Ici, nous avons un énorme chignon de racines. Il n'est pas question de planter la plante comme cela, parce que sinon les racines vont rester sur la motte et au bout de 1 an ou 2 ans, la plante va végéter. Donc un couteau et nous allons carrément couper comme dans un gâteau, voilà, ici environ 2 cm de ces racines, de manière à ce que ça se démêle. Quand les racines sont un peu récalcitrantes comme ici, on prend les grands moyens et voilà, tout simplement. Du coup, on a toutes ces petites racines ici qui vont bien se développer dans le sol et la reprise sera assurée. Alors on va mettre notre ligustrum en place et comme toutes les plantes, ça a un sens. Donc je vais le tourner un petit peu. Voilà, là il est pas mal. Pour apporter une touche de fantaisie et de lumière à notre haie, nous avons choisi 3 pittosporums à petites feuilles. Le pittosporum tenuifolium. Il porte de gentils prénoms féminins comme Elisabeth ici, Victoria, ça c'est la fille de notre opérateur Miguel, et puis Variegatum. Oh. Donc là aussi on a un chignon qu'il faut éliminer. On va mettre Elisabeth ici. Les Photinia sont les champions des plantes de haie. Ce sont des arbustes à feuillage persistant et qui au printemps ont la particularité d'avoir ces magnifiques feuilles rouge vif, qui vont d'ailleurs rougir de nouveau légèrement
à l'automne. Et entre-temps, nous aurons de très belles ombelles de fleurs blanc crème qui seront visitées par les insectes pollinisateurs. J'ai 2 variétés. Nous avons ici la traditionnelle qui s'appelle Red Robin, Photinia fraseri Red Robin. Et puis nous avons Carré Rouge et qui est légèrement plus lumineux dans son rouge. Alors on va les intercaler tout simplement avec les Pittosporum pour obtenir un magnifique contraste. Avant d'installer définitivement les plantes dans le sol, nous allons l'améliorer, le fertiliser, donner une sorte de garde-manger, de réserve nutritive avec un engrais naturel qui est à base de guano. Vous savez, ce sont les fientes des oiseaux marins, c'est extrêmement riche. Alors on va en mettre au fond, c'est ce qu'on appelle des engrais de fond, donc une poignée environ entre chaque plante. Maintenant, je vais aussi enrichir en matière organique la terre d'origine en y incorporant du terreau de plantation qui est quelque chose de très fibreux. Il y a de l'ortifibre, il y a de la tourbe, il y a aussi des écorces compostées et cela va favoriser la vie dans ce sol parce qu'il y a aussi des micro-organismes. Donc je mélange la terre d'origine avec le terreau parce que c'était du remblai pas excellent, quand même vivant, il y avait quand même des vers de terre, mais là ça va être vraiment formidable. Ouais. Là ici devant. Oh, stop pour celui-là. Faut jamais oublier l'arrière que l'on ne voit pas, mais dans lequel peut y avoir des trous. Voilà, donc on tasse toujours avec le pied de manière à obtenir un bon contact des racines avec la terre et ça tout autour. J'ai rapporté de la terre comme ça le long de façon à créer ce que l'on appelle une cuvette d'arrosage. Et bien sûr, nous allons terminer par beaucoup d'eau parce qu'il faut que les plantes se retrouvent dans un milieu aqueux, frais, pour que leurs nouvelles racines s'incrustent bien et que la reprise soit assurée. Donc n'hésitez pas aussi à doucher le feuillage, surtout s'il fait un peu chaud, et on va carrément noyer les plantes. Noyer. Donc c'est au moins 10, 15 litres, 20 litres par plante, et comme nous sommes début mai, l'arrosage se fera tous les soirs pendant une dizaine de jours, obligatoirement. Si par définition une plante est un être vert puisqu'il possède de la chlorophylle qui favorise cette fameuse photosynthèse aussi précieuse, eh bien il y a quelques fantaisistes qui se distinguent et j'en ai devant moi. Ce sont des plantes qu'on appelle les caladiums, ce sont des brésiliennes et pour tout savoir sur ces plantes, comment les entretenir et même les multiplier, nous allons tout de suite retrouver Justine Janin, notre experte, pour sa rubrique Green Addiction. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une de mes plantes favorites, le caladium. Alors il a été oublié pendant longtemps, ça a été la star du 19e. On a des variétés complètement folles avec des couleurs complètement différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors le caladium c'est une plante, donc c'est la grande star des réseaux sociaux en ce moment, vous allez la retrouver un peu partout, elle va arriver très vite en jardinerie. Le genre caladium appartient à la famille des Aracées, il a été créé par le français Étienne-Pierre Ventena. Le nom caladium vient de l'amérindien Keladi. C'est une plante indigène du Brésil. Il en existe 12 espèces et plus de 1000 cultivars. Au 19e siècle, c'était la grande mode du caladium. On a donc eu plusieurs cultivars, tous complètement différents. Là, par exemple, on a le Caroline Wharton, qui est chiné rose et vert assez spectaculaire. C'est une plante très lumineuse. Moi, elle m'intéresse beaucoup parce que dans un intérieur où j'ai pas mal de plantes vertes, ça me fait une petite touche de couleur. C'est un vrai feu d'artifice. On en a aussi pour tous les goûts. Si vous préférez le clair, on a le Fancy Candidum qui est très joli aussi, très nervuré. Et dans un autre style beaucoup plus foncé, on a aussi le Brandywine, qui est vraiment très spectaculaire pour le coup. À l'intérieur, placez toujours votre caladium dans un endroit lumineux. Faites attention en revanche au soleil direct. Plus votre caladium aura de lumière, plus le feuillage sera éclatant. Au niveau de l'arrosage, le caladium, de par ses origines, a besoin de pas mal d'humidité.
que ce soit dans l'atmosphère, donc le côté hygrométrie rentrera en jeu comme beaucoup d'aracées. Et au niveau de l'arrosage, un sol toujours frais sera nécessaire. Petite astuce pour garder une bonne humidité et éviter de tacher le feuillage en le brumisant. La feuille est très très fine, donc on fait attention avec la vaporisation. Je vous conseille plutôt d'utiliser une petite coupelle avec des billes d'argile. Vous pouvez venir y mettre un fond d'eau. Alors attention, jamais en excès, mais un petit fond d'eau. Et venir placer votre pot par-dessus. Ça permettra à la plante d'avoir un petit peu d'humidité. Vous pouvez aussi très bien avoir un humidificateur de plantes d'intérieur. Ça permettra donc à la plante de bénéficier de l'humidité avec l'évaporation de l'eau. Dans le commerce, vous pouvez aussi trouver des caladiums sous forme de tubercules que vous allez pouvoir planter à la maison sous forme de petits sachets par exemple. Et petite astuce, le caladium, souvent, on va le retrouver donc son tubercule comme ceci, mais on peut aussi le diviser. Donc là par exemple, je peux avoir 3 plantes assez facilement. Donc il me suffit pour cela simplement de tirer un petit peu. Et ça vient tout seul. Donc là, je vais pouvoir avoir 3 plantes dans 3 pots différents sans souci. Donc pour planter mon caladium, j'ai fait un mélange un petit peu acide. Donc j'ai mélangé 2 tiers de terreau horticole avec 1 tiers de terre de bruyère. Donc en premier lieu, comme toujours, drainage. Donc là, je mets un petit bout de céramique au fond de mon pot. Je prends mes billes d'argile. Je recouvre le fond de mon pot. Je viens recouvrir mes billes d'argile de terreau. Alors pour le tubercule de caladium, chose importante, ne jamais le planter trop profond. On va le mettre en surface. Donc pas besoin d'avoir un pot trop profond, hein. Si vous avez même des petites coupes à la maison, aucun problème. Et petite astuce supplémentaire, si vous avez un tubercule un petit peu sec comme celui-ci, je vous conseille de le faire tremper un tout petit peu avant de le planter pour le réhydrater. Vous pouvez le laisser une petite heure tranquille avant de le planter. Ça permettra d'activer un petit peu la germination. Pour planter votre tubercule de caladium, faites toujours attention de le planter dans le bon sens. On a un petit œil qui est dessiné juste au-dessus. Là, celui-ci, c'est très simple. On a déjà en fait une petite pointe qui a commencé à germer, donc toujours vers le haut. On le place au centre de son pot et on vient recouvrir de terreau. On tasse légèrement et on va pouvoir venir arroser. Il ne vous reste plus qu'à placer votre pot dans un endroit lumineux et plutôt chaud. Au bout de 6 à 8 semaines, le petit caladium va pointer. Et alors, le top du top, si vous avez une petite serre, vous pouvez les placer comme ça, ils seront dans une atmosphère bien humide. Et du coup, vous les verrez plus vite apparaître. Donc ici, j'ai planté plusieurs bulbes différents. On a déjà les premières petites feuilles qui commencent à arriver et tout le monde commence à pointer. Et donc l'avantage, c'est qu'à ce stade de développement, je vais pouvoir le rempoter individuellement. Donc le mettre dans ce petit pot, recouvrir de terre. C'est plutôt simple, non? Je vous dis à bientôt pour une nouvelle session de Green Addiction. Il est fascinant de voir avec quelle ingéniosité et surtout quelle complexité les végétaux sont capables de s'adapter à des situations écologiques souvent très très difficiles. Eh bien, devant moi, j'ai 2 plantes un peu bizarres qui sont des plantes myrmécophiles, c'est-à-dire des végétaux qui vivent en symbiose avec des fourmis. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces plantes tout à fait extraordinaires, je vous propose tout simplement de rester avec nous pour notre rubrique Découverte botanique, et c'est tout de suite. Fred, tu t'occupes de tout ce jardin botanique, tu en es le directeur, et donc ici, vous avez une collection, encore une autre, de plantes myrmécophiles. Alors c'est quoi exactement? Exactement, les plantes myrmécophiles. Myrmécophile, ça veut dire qui aiment les fourmis. Et effectivement, il y a un certain nombre de végétaux, il y en a plusieurs centaines à l'échelle mondiale, sur tous les continents. C'est un phénomène essentiellement tropical, mais on a quelques plantes en zone tempérée qui effectivement ont établi des relations de type symbiotique avec les fourmis. Alors tu dis que ce sont des plantes qui aiment les fourmis, mais est-ce que les fourmis aiment les plantes aussi? Donc comme c'est une relation symbiotique, il y a un intérêt réciproque. La fourmi a un intérêt à vivre avec cette plante, et la plante a un vrai intérêt à établir une collaboration avec cette fourmi. Donc en fait, on a des insectes et des plantes, tout le monde vit en harmonie, mais
au bénéfice de chacun. Et donc, quels sont les bénéfices? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cultive ici à peu près 150 espèces de plantes myrmécophiles. Donc, c'est la collection nationale et effectivement, ça correspond à différentes familles botaniques et différents genres sur différents aspects. Ça aussi, ça fait partie des adaptations évolutives du monde végétal, comme on avait vu ensemble sur un autre sujet qui était les plantes carnivores. Exactement, c'est une collaboration réciproque et c'est essentiellement sur 3 aspects. Premièrement, c'est le fait d'abriter les fourmis. Donc là, c'est le côté logement. Voilà. Il y a également un côté nourriture. Et il y a un autre aspect, c'est la pollinisation. C'est que certaines fourmis, en fait, vont participer à prendre les grains de pollen et assurer la fécondation. Et enfin, après la fécondation et la formation du fruit, eh bien, il y a certaines fourmis qui vont transporter les graines et permettre ainsi la dissémination des graines de ces espèces myrmécophiles. Alors ça, c'est un nom très compliqué, ça s'appelle la myrmécochorie, donc le fait que les insectes soient capables de transporter les graines et puis donc de permettre la dispersion de la plante. Alors, est-ce qu'il y a des adaptations particulières de la plante pour justement héberger ces fourmis pour que tout le monde puisse vivre en harmonie? Alors, concernant la dimension hébergement, eh bien, il y a des plantes dans des genres particuliers comme Myrmécodia par exemple ou Inophytum. Alors, on en a. Alors, on en a un sous les yeux. Alors, à l'intérieur de cette plante, il y a des cavités. Donc là, on est dans l'adaptation dans le sens hébergement, symbiose hébergement. Et en fait, les fourmis vont avoir une maison, une espèce de colonie, et ils vont être protégés contre les intempéries en vivant à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est la plante qui crée cette formation, ce fait qu'elle gonfle, ou est-ce que c'est les morsures, les piqûres des fourmis qui vont la faire réagir, et en fait un peu comme si elle avait des boursouflures, elle va grossir? Alors, c'est là où c'est absolument extraordinaire, c'est que la plante, vivant en symbiose, puisque l'établissement de cette symbiose s'est fait sur des millions et millions d'années, eh bien là par exemple chez nous, on n'a pas les fourmis vivant avec ce Myrmécodia, mais la plante forme quand même cette boursouflure, et à l'intérieur desquelles il y a toutes les cavités. Donc même si la fourmi n'est pas présente, la structure morphologique de la plante est adaptée. Mais il y a d'autres végétaux, il y a d'autres plantes myrmécophiles. Cette fois-ci, c'est les feuilles. Les feuilles vont gonfler pour assurer un lieu d'hébergement pour les fourmis. Dans d'autres cas, ça va être ce qu'on appelle les stipules. Donc ce sont deux structures qui sont à la base des feuilles. Donc ce sera des excroissances stipulaires qui vont également être creuses et être hébergées. Donc il y a plusieurs organes des plantes qui permettent cet hébergement, cette adaptation particulière. Alors on connaît bien aussi, en Afrique notamment, les acacias avec des grosses épines justement qui sont gonflées, qui sont boursouflées. Et on dit que les fourmis, en fait, elles avertissent les plantes quand, par exemple, une girafe vient les boulotter. Est-ce que c'est le cas? Alors, pour considérer qu'il y a une symbiose, effectivement, il faut qu'il y ait un intérêt réciproque. Donc, pour les fourmis, l'intérêt, eh bien, c'est qu'elles vont être hébergées. Elles vont, pour certains, notamment des acacias, produire à leur extrémité ce qu'on appelle des élaiosomes. C'est de la nourriture. C'est que la plante va carrément héberger et même nourrir cette fourmi. Donc l'intérêt pour la fourmi, elle est évidente. Oui. Mais alors quel intérêt à la plante? Toutes ces plantes myrmécophiles, Myrmécodia, Inophytum, etc., le moment où un herbivore va arriver dessus, elles vont sortir et elles vont aller défendre, elles vont aller attaquer, elles vont piquer par leur abdomen, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, et même très très rapidement, eh bien en fait l'herbivore va être éloigné et la plante va être protégée. Donc il y a un véritable intérêt réciproque de cette symbiose entre les fourmis et les plantes. Les fougères, elles, donc, qui sont myrmécophiles, à quel niveau? Alors, pour la fougère, l'intérêt c'est la protection. Et en fait, elles ont des systèmes de rhizomes. Alors, chez nos fougères tempérées, le rhizome c'est un tube cylindrique de quelques millimètres. Eh bien, il existe des fougères tropicales, dans le genre Leucanopteris par exemple, où en fait ce rhizome va être étalé, va former une plaque protectrice et les fourmis vont vivre en colonie à l'intérieur de la colonie. Et pareil, le moment où un herbivore viendra consommer les frondes, eh bien les fourmis vont sortir pour la protéger. Cecropia, c'est un arbre tropical américain. Oui, qu'on voit très bien au Costa Rica. Qu'on voit beaucoup au Costa Rica. Les tiges sont creuses, il y a un hébergement et il y a des structures particulières sous les feuilles qui permettent le nourrissage. Et le tococa, donc c'est pas le Cecropia, c'est le tococa, c'est également une plante tropicale américaine, et là c'est la base de la feuille, c'est ce qu'on appelle le pétiole. Et bien le pétiole va gonfler, va former une petite cavité et les fourmis vont vivre à l'intérieur. Donc en fait on se rend compte que cette adaptation peut varier au niveau des organes, et ça c'est systématiquement en fonction des conditions écologiques dans lesquelles les plantes et les fourmis vivent. Par exemple, en zone tempérée, on a le thym. Le thym est myrmécophile dans ce sens que sur les graines de thym, il y a une petite protubérance, un petit élaïosome. Et bien, les graines de thym sont disséminées en fait par des fourmis. On a également les cerisiers.
Si on prend une feuille de cerisier, tu pourras regarder, et d'ailleurs toutes les plantes du genre Prunus, à la jonction entre le pétiole et le lin, tu as 2 petites glandes, ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux. Ils produisent une substance qui est consommée par les fourmis. Donc, une plante comme le cerisier, elle a établi un lien, alors il n'est pas obligatoire, il n'est pas d'ordre symbiotique, mais il y a quand même une forme de myrmécophilie entre le cerisier et certaines espèces de fourmis tempérées. On voit souvent des fourmis sur les cerisiers. Généralement, c'est parce que aussi il y a des pucerons. Les fourmis sont aussi capables d'élever des animaux, de se nourrir. Enfin, c'est vraiment des animaux extraordinaires quand même, les fourmis. C'est un groupe énorme. Hein. Ici, dans nos serres à Nancy, on a 5 espèces qui sont naturalisées, tropicales, qui ont leurs mœurs. Certaines sont nocturnes, d'autres crépusculaires, d'autres diurnes, d'autres vivent de manière individuelle, d'autres vivent en colonie. Enfin, on a vraiment une ambiance tropicale avec des fourmis tropicales. Mais quand on est bien sûr dans les forêts, là, ce sont des centaines, des milliers d'espèces différentes qui existent. Donc comme quoi la relation entre les espèces est quelque chose de majeur dans la nature et vous devez aussi en tenir compte dans votre propre jardin. Septembre au jardin est toujours un grand moment puisque c'est la période des récoltes et le potager, vous voyez comme il peut être beau, comme il peut être généreux. Alors notre émission bien sûr va se terminer maintenant et j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que vous aurez apprécié à la fois nos reportages et nos conseils. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.